qu'il est doux de vous retrouver. Samedi, c'était Lambert Wilson, hier, qui était avec nous. Et puis ce matin, c'est un homme que nous n'avons pas vu depuis 10 ans. Il s'en est passé des choses. Il nous racontera, je vous le présenterai dans un instant. Mais auparavant, si vous n'étiez pas avec nous le week-end dernier, eh bien, nous avions l'urgentiste, samedi, Patrick Pelloux, qui était notre invité. Et le lendemain, l'académicien Jean-Christophe Ruffin. Patrick Pelloux est avec nous ce matin. Alors, ça va, toi? Ouais. Ça, c'est une question que vous ne voulez plus entendre. Au départ, c'était très difficile. Je ne savais pas quoi répondre. Donc, j'avais trouvé un subterfuge. Je répondais « je tiens ». Vous auriez dû être, on sait, ce jour-là, à la conférence de rédaction. Qui est-ce qui vous a prévenu? C'est un graphiste du journal, Jean-Luc, qui, en fait, était sous une table et m'a appelé. Et il m'a dit, ils nous ont attaqués, ils nous ont tiré dessus, il faut que tu viennes. Vous arrivez sur le lieu, vous voyez ce carnage, et il y a une policière qui va vous donner la main. Ouais, je suis resté accroché, je ne sais pas combien de temps, mais plusieurs heures. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand il arrive aux gens un drame, il y a des mots, en fait, à ne pas prononcer. De quel genre? Ça va aller, c'est rien, va falloir oublier... des gens qui banalisaient. Qui banalisaient. Or, il ne faut pas du tout banaliser. La seule présence est déjà quelque chose d'important. La solitude est, à mon avis, pas très recommandable parce que, justement, il faut être aidé, notamment par des professionnels, par des psychiatres, des psychologues. Quand il y a un drame comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, on n'oubliera jamais. Est-ce que vous auriez aimé naître femme? Oh oui. Bon, je suis quelque part une femme. Qu'est-ce qui est le plus insupportable lorsque l'on partage votre vie? Ma capacité à mettre en désordre une pièce en moins de 10 minutes. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Ah oui, on y a pensé. Quant à passer à l'acte, non. Ça, bien sûr que non. Mais y penser, oui. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes pionnier de l'humanitaire, vous êtes un académicien. Vous avez habité avec votre mère seulement à l'âge de 10 ans. J'ai eu une enfance assez difficile du point de vue matériel. Ma mère n'a pu me prendre avec elle à Paris qu'à l'âge de 10 ans. Avant, elle faisait des petits boulots mal payés, elle habitait des chambres de bonne et elle ne pouvait pas me prendre avec elle. Vous n'avez pas connu votre père, vous le connaîtrez plus tard. Est-ce que vous l'avez idéalisé, ce père? C'est banal de dire que les écrivains, souvent, n'ont pas eu de père ou de figure paternelle près d'eux. Ça a été mon cas. Alors, quand on n'a pas de père autour de soi, d'abord, on l'imagine, non? On le regrette, on l'imagine, et puis après, on se dit, mais finalement, c'est peut-être une chance, finalement, parce que, au fond, rien ne vous a été imposé, donné, aucun cadre, et il a fallu tout créer soi-même. Voilà, d'où peut-être le goût pour l'imaginaire. Qui sont vos premiers lecteurs? C'est mon fils, qui est un très bon lecteur, c'est-à-dire très méchant, parce que, vous savez, au bout d'un moment, quand vous avez eu des prix, quand vous êtes reconnu, etc., les gens n'osent plus vous dire de... Même votre éditeur? Surtout votre éditeur. Alors mon fils, je sais que lui, il prendra pas de Et les critiques? Oui. En quoi l'engagement humanitaire a beaucoup changé? Je crois d'abord que le monde est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus éclaté. Moi, quand j'ai commencé, c'était la période de la guerre froide, donc c'était un monde qui était ordonné, il y avait l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, on a affaire à des conflits beaucoup plus éclatés. Et puis surtout, les humanitaires sont devenus des acteurs et donc des cibles, c'est-à-dire donc des victimes. Et donc on les prend en otage, on leur tire dessus, etc. Le résultat, c'est qu'il y a maintenant des champs entiers du monde, si vous voulez, qui sont inaccessibles pour des expatriés, pour des gens qui partent en mission. On ne peut plus les envoyer dans le Sahara, en Syrie, etc., sous peine de les condamner à mort. Qu'est-ce qu'il y a de moins académique en vous? Mes chaussures, d'habitude. Une convention sociale qui vous agace? Les dîners. Qu'est-ce qui est insupportable lorsque l'on partage votre vie? Mon goût de la solitude, je crois. Qui est là? Vous allez nous dire tout d'abord quelle est votre profession? Botaniste. Votre situation familiale? Célibataire, mais vivant à deux. Vous avez une obsession dans la vie? Oh oui, j'en ai peut-être plusieurs, mais évidemment les plantes et la chanson. Et une devise? Oh mon Dieu, voilà, toujours découvrir. Votre prénom et votre nom? Patrick Blanc.
Bonjour Patrick Blanc, vous êtes botaniste, vous êtes un chercheur atypique, un spécialiste des plantes de sous-bois, des forêts tropicales. Vous êtes l'inventeur du mur végétal. Bonjour. Bonjour. Alors je me demandais, 10 ans plus tard, comment vous alliez arriver sur ce plateau. Eh bien vous arrivez toujours avec des cheveux verts, une chemise verte, des ongles longs de guitariste. Hein? Là, ils ont cassé un petit peu lors du dernier voyage sur le terrain. Alors, vous cultivez votre look. Et ça, depuis quand? Oh mon Dieu, si vous voulez, j'avais les cheveux verts bien avant d'être connu pour mes murs végétaux. Ça date de 85, vous Vous voyez. savez que c'est très tendance aujourd'hui, les Ah cheveux bon, de ça couleur. va? Très Ah, d'accord. tendance. Vous êtes très modeux. D'accord, bah écoutez, donc, vous voyez, en 85, c'était... moi, en fait, j'aimais la couleur verte et quand on me demandait pourquoi j'aimais les cheveux verts, je répondais parce que je suis botaniste, c'était simple, on me demandait rien de plus. Il y a quelqu'un qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, c'est Sophie Davant. Elle viendra nous parler de son dernier livre qui a été publié, qui est publié chez Albin Michel. Il est temps de choisir sa vie. Elle sera avec nous en deuxième partie de Thé ou Café. Vous aimez votre patronyme? Oui, aucun problème. Blanc. Voilà, oui, Blanc. oui, si vous voulez, c'est toutes les couleurs à la fois, c'est neutre, donc pour quelqu'un qui aime la nature, finalement, c'est bien qu'il n'y ait aucune direction privilégiée. Vous vous souvenez des dimanches de votre enfance? Oh oui, 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 je me souviens au printemps, par exemple, au 1er mai, on allait toujours, parce que j'étais en banlieue parisienne, on allait cueillir le muguet à l'Isle-Adam. Du côté de Suresnes, vous étiez? Voilà, exactement. Et donc, je connaissais bien le bois de Boulogne, mais le bois de Boulogne, c'était plutôt, si vous voulez, pour le jeudi, quand, avec ma mère, on allait promener le chien. Et c'est là où je découvrais toutes ces fontaines artificielles. Vous savez, il y a un travail extraordinaire qui est fait au bois de Boulogne. Voilà, et ça a été le déclic, le déclenchement en fait de votre vocation. Vous êtes là, petit bonhomme. Et donc vous étiez très habillé là. Ah oui, j'adore Cravate, les cravates. Ah oui. chemise. Ah, mais quand j'étais petit à l'école, Vous n'en enfin, portez juste- plus la cravate, c'est fini. non, mais je peux vous garantir que juste pendant toute l'école primaire, jusqu'à aller au lycée, j'étais toujours en costume cravate. Et j'avais demandé à ma mère, j'avais 7 ou 10 chemises blanches exactement les mêmes. Je m'habillais tous les jours de la même façon, donc, vous voyez, de façon extrêmement stricte. Mais j'étais le seul à l'école, vous en Ah ouais, doutez. j'imagine, ouais. Voilà, donc Ouais. c'était strict, mais tout en étant un petit peu spécial, quoi. À 13 ans, vous lisez la littérature aquariophile. Qu'est-ce qui vous fascinait chez les poissons? Bah, écoutez, ce qui me fascinait avant tout, c'était l'état tropical, c'est ce qui était tropical. Et les poissons, je vais commencer par un poisson rouge comme tout gosse dans un bocal, mais tout de suite, j'ai voulu avoir des poissons tropicaux. Pourquoi? Parce que, en fait, un aquarium tropical, vous créez un véritable écosystème, parce que les poissons sont grands comme ça, vous pouvez les faire se reproduire. Donc, étant tout gosse, vous comprenez qu'en fait, vous pouvez agir un petit peu sur un milieu, agir en donnant toutes les solutions les plus favorables pour que ça se passe bien, c'est-à-dire mettre de la lumière artificielle, pour que les plantes poussent dedans, pour purifier l'eau, etc. Donc, tout gosse, vous comprenez qu'il y a un petit écosystème qui est entre vos mains. Et ça passait par le tropical. Et c'est après, vrai. vous allez sur le terrain. À 19 ans, premier Ouais. voyage en Malaisie, en Thaïlande. Oui. Qu'est-ce que vous découvrez? Ah ben écoutez, je voulais y aller justement pour voir mes plantes aquatiques, mes plantes d'aquarium, si vous voulez. Donc, je voulais voir mes chères cryptocorines là-bas. Bon, bien sûr, il y avait très peu de documents à l'époque disponibles par rapport à l'écologie de ces plantes-là. Donc, j'ai quand même réussi à avoir une espèce, la plus banale, Cryptocorine ciliata, mais j'étais extrêmement heureux de la découvrir. Et puis surtout, le grand choc, c'était de découvrir la forêt tropicale, si vous voulez. Au-delà, le but principal, c'est de voir mes plantes aquatiques que j'avais en aquarium, mais la découverte et surtout, quand on était... mes parents m'avaient accompagné pour une partie du voyage, quand on avait escaladé un camion qu'on avait réquisitionné pour atteindre un parc national en fin de journée sous la pluie battante et accroché au camion avec mes parents, découvrant ces platycériums, ces fougères qui poussaient en haut des arbres, c'était un choc extrêmement fort. Un choc différent, hein. Regardez cette photo là. Il y a quelqu'un qui est à vos côtés, dont on parle actuellement beaucoup. Vous faites votre service militaire avec François Fillon. Vous avez 26 ans, vous êtes fait en Voilà. 1979. Voilà. Vous en
Ah oui, Vous je avez me quel souviens. souvenir Ben, Vous en gardez quoi comme souvenir? Je me souviens très bien parce qu'on était tous les deux du même âge, donc beaucoup plus âgés, puisqu'on avait fait les études, donc beaucoup plus âgés que les autres bidasses. Vous hein, êtes qui à avaient gauche, dit- hein, on est bien d'accord. Oui, 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 hein. oui, 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 oui. 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 Il a la main d'ailleurs comme, vous voyez, un peu en... Mm. Voilà. Et donc, en fait, bon, on s'était rapprochés puisqu'on était les deux seuls de cet âge-là, mais on était ensemble pour les classes, hein, pas pour la suite du service militaire, puisque lui je ne sais plus où il est allé après, mais en tout cas pour les classes, on était ensemble. C'était assez rigolo d'être les deux seuls de 25-26 ans dans cette Des vieux, armée. quoi, des vieux. Voilà, Ouais. voilà. 4 ans plus tard, vous rentrez au CNRS. À qui vous avez dédié votre thèse de doctorat? Oh mon Dieu, si j'ai bonne mémoire, il y a mes parents, il y a le professeur Schnell, évidemment, il y a puis une artiste. et puis bon, il y a Piaf, Zara, enfin disons les femmes de ma vie, quoi. Hein. Alors comprenez bien que nous sommes avec un homme particulier, un homme totalement atypique. C'est un inventeur, c'est un biologiste, c'est un chercheur, c'est un homme assez excentrique, c'est un artiste aussi. Votre portrait en 6 dates par Philippe Aiguepers. J'ai créé vraiment un nouveau métier dans le monde. Ce métier, c'est celui de faire pousser des plantes sans terre à la verticale sur un mur. Un mur végétal, ça n'est jamais que agrafer une serpillière sur une planche en plastique avec un tuyau percé au-dessus. C'est rien du tout. Encore faut-il savoir quelles plantes utiliser et où les disposer sur les murs du monde entier. Retour sur le parcours végétal en 6 dates de Patrick Blanc. 1994, il crée un de ses premiers murs verticaux au Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Premier succès public et déjà pour lui une évidence. C'est vraiment une des formes des jardins des villes de demain. 2001, Patrick Blanc réalise avec la designer André Poudman un mur végétal de 30 mètres de haut dans un grand hôtel parisien. 2002, le botaniste est aussi artiste. Alors il crée une robe de mariée pour la collection Jean-Paul Gaultier. Le corps d'une femme peut être un support pour des plantes dans le temps. 2005, Patrick Blanc fait à nouveau le mur, à Paris, au musée du Quai Branly. 800 mètres carrés de façade, 15 000 plantes venues de Chine, du Chili, d'Amérique du Nord, et un pari réussi puisque vous parvenez à captiver Catherine. C'est pour ça qu'il y a pas mal de fougères d'ailleurs. Hein. Voilà, oui, bien sûr, elles adorent ces milieux-là. Vous voyez, on voit que vous avez l'habitude. 2015, du verre, vous en remettez à Bangkok, dans un des plus grands centres commerciaux du monde. J'ai fait quand même une réalisation absolument incroyable, quoi. Ce chandelier qui fait 103 mètres de long et 35 mètres de hauteur. 2017, encore plus étonnant, à Kuala Lumpur, ces 2 nouvelles tours d'habitation, conçues par l'architecte Jean Nouvel et que vous végétalisez. 2 tours, une de 200 mètres, l'autre 180 mètres, couvertes sur les 8 façades de plantes qui grimpent et au sommet, 2 gigantesques murs végétaux. Des murs comme cela, vous en avez déjà créé plus de 300 dans le monde entier. De quoi réconcilier l'homme, la ville et la nature, et voir plus que jamais la vie en verre. Dans quel pays vous êtes le plus connu et reconnu? La France déjà quand même, puisque Sûr. c'est le premier pays. Non mais c'est pas le cas de tout le monde, vous savez, moi j'ai eu la chance. Enfin, d'être- vous avez attendu longtemps, hein, 41 ans. Hein. Mais si vous voulez, pour moi ce n'était pas du tout le problème, je faisais ça pour le plaisir, je ne m'attendais pas du tout à être reconnu pour ces histoires de murs végétaux. Mondialement. Et oui, mais je faisais mes recherches à l'université, puis au CNRS, tout ça. Donc le mur, c'était pour moi, je vous dis, un filtre biologique pour l'aquarium, c'était un plaisir. Je ne cherchais aucune reconnaissance. Donc la reconnaissance est arrivée sans que je la recherche. Grâce à J'ai jamais certains cherché. architectes. Ah ben bien sûr, Jean Nouvel a été, on peut dire quand même le premier à s'intéresser à mon travail. Après Chaumont, on pourrait dire dès 95-96, on a vu un projet à l'époque pour l'ambassade de France à Berlin, on n'avait pas gagné, on s'était fait jeter. Mais après, donc, il y a eu des projets en Australie qui avaient attendu. Et puis finalement, il y a eu ce projet du Quai Branly où il m'a dit un jour, voilà, j'ai prévu de mettre du lierre en métal. Est-ce que tu crois qu'on pourrait, au lieu de le mettre en métal, mettre des plantes vraies? Je dis, évidemment, aucun problème. Quel est le principe? Alors vraiment, d'une manière basique, racontez-nous le principe du mur végétal. Écoutez, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il suffit de disposer les plantes verticalement comme elles poussent dans la nature, par exemple au sommet des falaises, comme elles poussent le long des parois rocheuses aux abords des cascades, comme elles poussent sur les troncs d'arbres, sur les branches d'arbres. Donc, c'est-à-dire là où elles poussent avec très très peu d'épaisseur de substrat pour développer les racines. Donc il n'y a pas de terre. Non, voilà, les racines se développent, si vous voulez, en surface au lieu de pénétrer en profondeur. Donc, c'est tout simple, il suffit de remplacer ce que sont les mousses, les algues à la surface des rochers ou des troncs par un substrat. Et au début, j'avais essayé
plein de substrats, fibres de coco, tout ça. Enfin, Serpillière même. et bien oui, au début, j'ai voulu des choses très naturelles, vous voyez, en tant que bon étudiant à la fac, en biologie, en DUG. Donc, je cherchais les fibres de coco, la tourbe, des laines de roche, et puis tout ça, c'était lourd et ça se tassait. Et après, j'ai pensé à une serpillière en voyant à la fac de Jussieu, vous voyez, par terre, une serpillière couverte de mousse. J'ai compris que la serpillière, c'est extraordinaire. Pourquoi? Puisque l'avantage d'une serpillière, il y en a deux. D'une part, ça absorbe très vite l'eau et ça diffuse dans les fibres. Et d'autre part, ça nettoie, c'est-à-dire que ça ramasse les saletés. Donc, ces fibres sont capables d'accrocher toutes les substances qui se baladent dans l'eau et dans l'air. Donc, Double action. Toutes les plantes peuvent adhérer à ce mur vertical? Non. Ah, non. Bien sûr que non. Moi, je n'utilise que des plantes qui, dans la nature, poussent accrochées, donc, comme je vous dis, aux rochers, aux Mais il troncs peut y des avoir arbres. des fleurs? Mais évidemment. Évidemment. Alors après, à l'extérieur, ça dépend de l'exposition. Un mur au sud aura plus de floraison qu'un mur au nord, où il y aura plus de fougères, de plantes, avec des architectures végétales plus sophistiquées. Au soleil, ça va être plus des petites feuilles, des fleurs colorées. Et à l'intérieur, vous avez, oui, bien sûr, vous avez tous les anthuriums, les echinanthus, tout ça. À quoi on reconnaît un mur végétal signé Patrick Blanc? Je crois avant tout la diversité des espèces que j'utilise. Quand je vois c'est parfois effrayant quand je vois en Chine, même en France, des murs végétaux avec 5, 10, 15 espèces. Ou là, je reviens de Colombie où ils sont adorables, ils m'ont invité, leur pays est sublime. Mais les murs végétaux qu'ils font, il y a encore un petit peu, comme je l'aurais dit, Ridicule. Non, mais disons, il y a pas jusque-là. Non, mais disons, et le problème, c'est que beaucoup de personnes se sont jetées sur les murs végétaux parce qu'ils ont pensé que c'était un énorme business dans le monde entier. Bon marché. Voilà, j'ai créé vraiment un nouveau métier. Donc, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers probablement de copieurs. Il ne faut pas avoir peur des mots, on ne va pas dire des suiveurs, hein, on va rester sur simple. Mais le problème, c'est que copier, c'est une chose, mais il faut savoir quelle plante on met. Agrafer une serpillière. Une méchante connaissance. Mais voilà, évidemment. donc, je vais vous citer en exemple. Vous parliez du travail qu'on a fait avec Jean Nouvel à Kuala Lumpur, avec des lianes qui grimpent sur 200 mètres de haut sur les deux tours. À Singapour, les gens utilisent 1, 2, 3, maximum 5 espèces de lianes. J'en ai utilisé 243. Donc voilà, vous me demandez à quoi on reconnaît. On n'est allé mur. pas très loin, là, dans le centre de Paris, avec vous d'ailleurs, devant l'Oasis d'Aboukir. C'est un mur végétal que vous avez réalisé maintenant il y a 3 ans, dans le 2e arrondissement. Il fait 250 mètres carrés sur 25 mètres de haut. C'est un propriétaire privé qui vous Ça l'a n'est pas qui vous l'a du tout la demandé. ville de Paris. C'est une commande. Philippe Guepers et Loïc Baffier vous ont accompagné. J'ai toujours été un city boy depuis toute mon enfance. J'ai toujours vécu en ville. J'ai toujours aimé la ville. J'ai toujours adoré la nature aussi. Puis voilà, ici, j'ai eu cette opportunité sur cette petite place de la rue d'Aboukir de créer cette gigantesque surface végétale. Et alors là, je suis quand même très heureux puisqu'on est à la sortie de l'hiver. On voit des plantes en pleine croissance. Enfin, on voit toute la vie puisque 237 espèces, évidemment, certaines ont souffert, d'autres sont en pleine croissance. Au départ, c'est comme un tableau, comme une tapisserie. Et maintenant, ça y est, c'est une vraie falaise vivante. Parce que après 3 ans, il y a tout ce côté tridimensionnel. Les arbustes prennent leur place. On a l'impression d'être dans une montagne, d'être près d'une cascade, près d'une falaise. Il faut que tu respires. Certaines plantes sont tapissantes et donc restent contre le feutre. D'autres font 50 cm, d'autres 1 mètre. Généralement, je m'arrange pour qu'elles ne dépassent pas à peu près 1,50 m pour raison de sécurité. Puisqu'un mur de plantes, c'est fait pour donner du bonheur, c'est pas fait pour tuer les gens si jamais il y a un orage très violent et que ça casse les branches. Mais c'est très peu d'entretien, hein. C'est 2 fois, 3 fois par an maximum. Heureusement, si ça demandait beaucoup d'entretien, j'en ferais pas dans le monde entier, évidemment. Quelle est la durée de vie d'un mur comme celui-là? Écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que chez moi, j'ai des fragments de murs végétaux, puisqu'on a déménagé plusieurs fois, hein, avec Pascal, on a la 3e maison. Eh bien, j'ai des fragments de feutre avec des plantes dessus depuis 82. Donc 1982, voyons, on en est quand même à 35 ans. Donc,
Et le feutre, bah oui, il est en polyamide. Il est Vous savez, quand on retrouve, voilà, quand on retrouve d'autres tissus sur des momies égyptiennes qui ont 3 ou 4 000 ans, on est encore bien au-delà de 35 ans. Donc, si vous voulez, a priori, la limite, pour l'instant, je n'en vois pas. Alors, tous ceux qui nous regardent ce matin, ils doivent se poser la question, ah oui, on aimerait bien, nous, dans notre cour, dans notre jardin, avoir un mur végétal. Mais quel est son coût? C'est très onéreux. Non, écoutez, si on veut faire chez soi, il faut distinguer une grande installation publique, si vous voulez, ou dans un centre commercial, des grandes choses où il y a des normes de sécurité, etc. Chez soi, mais ça n'est pas onéreux du tout. Je veux dire, une amie, Noémie Vialard, qui a écrit un bouquin, Jardinons à la verticale, pour lequel j'ai fait la préface, où tout est expliqué pour faire soi-même un mur végétal. Tant que vous dépassez pas 3 ou 4 mètres de hauteur, c'est extrêmement facile et ce n'est pas cher du tout. Hein, et donc, il suffit de suivre les bonnes explications. Comment je faisais, moi, quand j'étais gosse? Vous croyez que j'avais de l'argent pour faire mes premiers murs végétaux? Adolescent et même jeune adulte, bien sûr que non. C'était que du bricolage et je peux vous garantir que ça n'est pas cher. Donc, c'est pour tout le monde. Oui, oui, voilà. Alors après, une grande installation, c'est Évidemment, une toute autre histoire. Est-ce que vous observez des détériorations de la part des vandales? Mais écoutez, très très peu, et ça je priais les dieux pour que ça se passe comme ça, et finalement c'est le cas. Je vois par exemple au Quai Branly, il y avait des discussions interminables avec la direction et même avec Jean Nouvel pour savoir si on devait protéger. Moi je disais écoutez, non s'il vous plaît, on attend au moins plusieurs mois ou un an, et en fait, ça n'est pas du tout abîmé. Parfois, il y a une petite plante qui est prise, et bien tant mieux. Je veux dire, dans ce cas-là, si les gens cherchent à se... Pas trop fort quand même. Non, non, mais et je vois au Blanc-Ménil, par exemple, j'avais fait une réalisation vraiment sur une place publique, sur le forum culturel. Toutes les plantes qui étaient en dépôt de fleurs, des vases horizontales autour de la place sont régulièrement piquées. Sur le mur végétal, rien n'est pris parce que les gens... Je crois que les gens sont sensibles, si vous voulez. Un mur végétal, c'est pas un pot de fleurs. Ouais. Et je crois que les gens sont sensibles à cet aspect, la nature qui revient dans la ville et un système qui est vraiment un système global dans la façon de les installer. Donc je crois que le respect est assez inné. Donc les détériorations, c'est quasi inexistant. Vous pensez que c'est l'avenir des villes? Obligatoirement, ça passera par ça? Non, écoutez, moi je me souviens quand j'étais gosse, j'adorais les bandes dessinées, Flash Gordon, etc. On voyait les villes couvertes de plantes, comme je le fais. Donc, vous voyez, ça vient aussi de mon inspiration, hein, ça, Flash Gordon, etc. Bon, maintenant, tous les architectes peignent tout en vert. Ça, vous voyez, tous les projets. Regardez ce qui s'est passé pour la ville de Paris, là, le réinventer Paris. Il y a du vert partout, enfin, à une indigestion de verre. Non, moi je crois. C'est vous qui dites ça. Mais oui, parce que je crois que l'architecture est une chose, l'introduction, vraiment réconcilier la ville, l'architecture, l'homme, la nature via les plantes, c'est très important, mais on ne doit pas mettre du verre absolument partout. Il y a des architectures absolument parfaites sans qu'il y ait de verre. Mais bien évidemment, il y aura de plus en plus de verre. Il y a des choses très positives, tous les potagers qui se font sur les toitures, tout ça, ce sont des choses tout à fait encourageantes. Dire que l'humanité des villes sera sauvée par les murs végétaux, n'allons pas jusque-là, mais c'est essentiel, je crois que ce que je trouve d'extraordinaire, c'est ce mélange d'absolument tout. Entre un potager où on va cueillir ses salades, ou un mur végétal qui est finalement une sorte d'œuvre d'art, au sens où on se plonge. Voilà, une fresque, un souvenir de voyage. Les gens pensent, ah mon Dieu, c'était comme ça quand j'étais près de la cascade, près des chutes du Carbet en Guadeloupe, c'était comme ça en Auvergne quand on se baladait. Donc, vous voyez, c'est des choses tout à... Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le mur végétal qu'il n'y a pas dans le potager, si vous voulez, sur les toitures, c'est que les oiseaux viennent, les abeilles viennent, enfin, ça devient un véritable écosystème. Vous aimez la campagne? Je connais la réponse. Non. Non. Vous aimez les jardins, vous? Non, pas beaucoup. Voilà, Sauf les jardins botaniques. Réponse. Sauf les jardins botaniques. Ouais. Pourquoi? Alors pourquoi j'aime les jardins botaniques, bien évidemment. Non, mais pourquoi vous les aimez pas, vous, les jardins à la campagne? Mais parce que... Vous êtes un urbain, vous. Oui, je suis totalement urbain. J'aime la nature qui est la moins modifiée, par l'homme telle qu'on peut la trouver. Un jardin, c'est quelque chose où vous choisissez, vous pouvez... Ce que je trouve terrible dans un jardin, vous décidez de jeter une plante, vous la jetez, puisque les plantes sont sous vous, vous les dominez dans un jardin. C'est toujours ce que vous dites. Oui. Un mur végétal, vous ne les dominez pas, elles sont face à vous. Donc on a un complexe de supériorité par rapport à un jardin. Bah oui, en tant qu'humain. Bien sûr. Et puis après tout le travail du jardin, il faut décider où est-ce qu'on va se promener, où seront les chemins,
Où est-ce qu'on va mettre les bancs? Enfin, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Alors, vous nous avez ouvert les portes de votre maison. Et quelle maison? C'est un paradis vert. C'est à Ivry, tout près de Paris, où vous vivez avec votre compagnon Pascal depuis bientôt 32 ans. Oui. Mais alors, il y a Pascal, mais il y en a aussi, il y a d'autres choses. Il y a des plantes, il y a des poissons, il y a des grenouilles, il y a des lézards. Et tout ça, ça vit en harmonie. Philippe Goeppers et Loïc Baffier étaient avec vous. Bonjour. Bienvenue. On est tout près de Paris. Voilà, on pourrait penser qu'on est sous les tropiques. Sur la plage, coco. J'ai refait ce que je fais dans le monde entier. Encore si Pourquoi est-ce que les gens prennent des rideaux en plastique alors qu'on peut avoir des rideaux vivants? Parce que, vous voyez, là, c'est les racines. Vous voyez, là, je suis obligé de les couper régulièrement parce que ça pousse très vite. Oh, il y a les grenouilles qui se réveillent, là. J'ai toujours aimé les aquariums, et donc, évidemment, quand j'étais petit, l'aquarium, il faisait 50 cm. Celui-là, il fait 6 mètres sur 7, il fait 22 000 litres. On nous a toujours dit que le Christ marchait sur l'eau. Donc voilà pourquoi on a appelé ça Christarium. Ça fait 5 ans que je n'ai pas nettoyé une seule fois les vitres en dessous. C'est les poissons qui font le travail. Ah, ça j'adore, ça, ce Rhaphidophora qui est superbe, qui choisit son chemin lui-même, évidemment, avec ses feuilles veloutées. Tout est étrange et tout est normal, en fait. Les oiseaux qui chantent, là, pour moi, c'est normal, je veux dire, puisqu'on est comme en forêt. Et vous, est-ce que vous êtes un homme normal? Et moi, je crois que je suis un garçon très normal, en fait. Pour moi, ça serait quand même difficile de vivre sans être entouré de plantes. Ça serait difficile. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Voilà un espace que j'appelle un peu le labo. C'est là où il y a... Oh, le petit lézard, comme il est mignon. Chaque plante, c'est une histoire, en fait. Je pense à la Colombie, là, en voyant ce petit truc-là. Je pense tout simplement au marché, aux fleurs de Hong Kong. Vous n'avez aucune plante illicite? Ah non, aucune. Ah non. Non, c'est pas ça qui m'amuse chez les plantes. Non. Je les aime pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles pourraient apporter à d'autres ou à moi. Je les aime pour leur vie, comme j'aime bien les oiseaux qui volent, pour leur vie, quoi. Là, c'est l'endroit où je prends ma douche tous les jours. Ben voilà, quand on sort de la douche, on s'habille. Bon, il y a bien sûr beaucoup de verres. Ça, c'est une veste qui m'a été offerte en Chine. Je l'ai pas encore mise, encore l'étiquette. Ça, c'est une veste assez rigolote. J'aime bien parce qu'elle est assez sobre. Alors celle-là, ça c'est celle que je mets pour toutes mes inaugurations. Cette veste Mao que j'avais fait faire en Inde. Bon, il y a beaucoup de choses de Pascal. Hein. Ça, c'est à Pascal, par exemple. Ça fait quand même une bonne trentaine d'années, depuis 85, 32 ans que nous vivons ensemble. Et il est là. C'était à l'époque où il a chanté les chansons de Bollywood. Il était le premier, finalement, à avoir chanté en Europe les chansons du cinéma indien. Maintenant, il est passé à autre chose. Ça, ce sont les derniers mots de la Divine Comédie. Ça se termine par l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Donc, je crois que c'est très à propos. Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on partage sa vie? C'est peut-être le côté monomaniaque, oui, le côté très obsessionnel sur des univers très très précis. C'est déjà de supporter le fait qu'il y ait de l'humidité partout. Le fait de pas trop ouvrir les fenêtres. Qu'est-ce qui est le plus exotique chez lui? Je dirais que quand il chante en allemand, c'est un côté assez exotique. Oui, mais c'est pas très tropical. D'un coup, c'est une autre personne. Ça donne quoi? Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. On ne doit pas s'ennuyer chez vous. Hein. Puis vous êtes bien trouvés hein, tous les deux. Hein. Oui, oui. C'est un acte politique que cet engagement vis-à-vis des plantes. Oui, enfin, au départ, ce n'est évidemment pas un acte politique quand vous êtes depuis tout gosse passionné par les plantes, mais maintenant ça devient totalement un acte politique. Et quand on voit le problème de disparition des forêts tropicales... Vous rentrez du Cameroun. Là, je rentre du Cameroun où j'ai accompagné les étudiants en master sur le terrain. C'était terrifiant. On voyait camion sur camion se succéder avec les énormes troncs d'arbres de la forêt qui venaient pas seulement du Cameroun, mais qui venaient du Congo. Parce que vous savez, le bassin du Congo, c'est le dernier grand réservoir
peu touchées de forêts tropicales du monde. Et là, Des forêts primaires. Des forêts primaires, j'entends, hein, bien sûr. Et là, c'est terrible. C'est exploité légalement et illégalement, mais même légalement, c'est quelque chose d'assez terrible. Et ce que je regrette beaucoup, c'est qu'en ce moment, on nous parle toujours du problème de changement climatique, de réchauffement climatique, en disant que les espèces auront du mal à s'adapter. Mais au moins, elles auront des chances de s'adapter. Toutes celles que vous éliminez en coupant les forêts, elles ne risquent pas d'avoir la moindre chance de s'adapter. Donc, je trouve ça très, très dommage que ça soit un petit peu trop oublié, pas seulement la disparition des forêts tropicales, mais de tous les écosystèmes naturels du monde. Bon, bien sûr, les eaux montent, bon, mais d'accord. Mais on sait que les plantes qui sont en bord de mer, elles se débrouilleront de toute façon toujours. Donc, il y a vraiment des choses qui me choquent un peu. Est-ce que les murs végétaux ont justement un impact écologique positif? Non, déjà, un impact, de point de vue écologique, psychologique, je crois que c'est quand même essentiel. Les gens, quand ils voient un mur végétal, ils comprennent, comme je le fais, ils comprennent ce que veut dire le mot biodiversité. Ils voient un nombre incroyable d'espèces qui vivent en harmonie ensemble. Et ça, c'est très, très important, si vous voulez, cette notion de choix des plantes pour qu'elles vivent en harmonie. Je déteste la compétition et donc je choisis des espèces qui vraiment peuvent vivre très, très longtemps ensemble. Alors après, évidemment, donc ça, c'est essentiel que les gens prennent conscience de ce qu'est un milieu naturel, même recréé en ville. C'est des images extrêmement forte pour protéger les vrais milieux naturels qui restent dans le monde. En dehors de ça, évidemment, tout le monde nous bassine actuellement avec toutes les histoires de dépollution de l'air, ce qui est réel, mais ce qui est réel dans une pièce comme ici, ou dans une petite rue en canyon, bien sûr, mais au niveau d'une grande ville, non, bon, bien sûr, il y a isolation phonique, isolation thermique, ça permet d'économiser quelques degrés, etc. Bon, tout ça, ce sont des choses tout à fait réel, mais pour moi, si vous voulez, le mur végétal, c'est bien au-delà de ces petits avantages. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, Ouais. voilà. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait cultiver des jardins sous la mer? Ah oui, il y a des expériences. Ah ouais. Il y a des Incroyable. expériences. Vous avez vu ça, hein? Oui, mais c'est. On va s'arrêter à ça, justement. C'est un jardin sans pesticides qui pourrait inspirer d'ailleurs l'agriculture de demain. C'est au large de l'Italie, c'est à 6 mètres de profondeur. Ce sont des plantes qui poussent dans des serres. C'est une autre manière de faire pousser le végétal. Le reportage de Véronique Weber de Thalassa. Je vous présente le jardin de Nemo. À 6 mètres de profondeur, un jardin potager. Dans la biosphère numéro 1, vous avez des plantes comestibles. Il y a tout ce que vous voulez. Du thym, de la menthe et du basilic. À l'intérieur, plus besoin de masque. On peut respirer normalement. Bienvenue. Le principe, l'eau salée s'évapore sur les vitres et devient de l'eau douce. Elle alimente les plantes qui créent elles-mêmes leur propre oxygène et le tour est joué. Il y a un parfum incroyable. Vous voulez sentir? C'est de la citronnelle. Avec un avantage que l'on ne trouve pas sur la terre ferme. Ici, on n'a pas de mouches, pas de parasites, pas de petites bestioles qui viennent abîmer notre récolte. Donc, on n'a plus besoin de produits chimiques. Et la mer à l'extérieur de la biosphère permet de garder une température à l'intérieur très stable. C'est parfait. Un peu comme dans une serre. Ça vous inspire quoi, ce jardin? Sans Sans parasites en plus, vous avez vu? Oui. Mais si vous voulez, c'est toutes les solutions que l'on peut trouver pour réintroduire les plantes dans les milieux les plus inattendus. Moi, j'adore en mettre dans les parkings de voitures, par exemple, parce que là, pour le coup, elles absorbent le gaz carbonique en excès et les autres gaz toxiques. Donc, ça sous la mer. Oui, bien sûr. Bon, financièrement, je ne sais pas si c'est vraiment rentable de faire des bulles sous la mer pour faire pousser sa marjolaine. Parlons et son pas de tout ce thym. qui fâche. Mais en tout cas, c'est tout à fait intéressant comme démarche. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre dans la bouche des candidats à la présidentielle? J'aimerais entendre justement un petit peu plus de choses, bien évidemment, par rapport à des choses beaucoup plus globales, si vous voulez, sur notre pauvre terre qui souffre beaucoup en ce moment. Vous savez, il y a l'éternel problème. Personne actuellement, parce que ça, c'est des choses sacrées, ne parle du fait qu'on est un petit peu trop nombreux sur Terre et qu'on va être
encore plus nombreux. 7 milliards de personnes, c'est quand même beaucoup parce que le problème de notre espèce, c'est pas le poids qu'on fait, c'est ce foutu cerveau qu'on a qui est extrêmement goulu en énergie. Vous savez, quand on se nourrit, énormément de ce qu'on absorbe sert à entretenir ce foutu cerveau qu'on a et qui est extrêmement goulu. Donc, même si vous êtes quelqu'un de pauvre, votre cerveau demande énormément d'énergie. Hein. On est tous fichus de la même façon. Qu'on soit pays pauvre ou pays riche, on a besoin d'énormément d'énergie pour ce cerveau. Donc réduire la démographie. Donc il faudrait quand même essayer de réfléchir un petit peu sur la façon vraiment dont on peut restreindre non seulement l'augmentation, mais essayer un petit peu de réduire le monde qu'il y a sur Terre. Essayer évidemment, bien sûr, il y a de plus en plus de très bonnes solutions pour l'agriculture, etc. On va vers des choses qui sont bien, mais je trouve que le problème de la démographie est vraiment un problème que j'aimerais entendre beaucoup plus de la bouche des candidats, et de même le problème de cette disparition des milieux naturels, parce que plus vous avez de monde, plus les gens se portent bien, plus ils détruisent, au moins dans un premier temps. Ça, on n'y peut rien. Et puis bien vraiment surveiller toutes ces exploitations forestières, parce que quand vous allez couper un arbre en forêt, le problème, c'est qu'il faut faire un chemin, une route pour couper l'arbre. Donc après, les autres gens arrivent et continuent à couper la forêt autour. Donc si vous voulez, il y a vraiment une prise de conscience extrêmement forte à avoir par rapport à... Prise de conscience, mais la dernière fois que vous avez voté, me semble-t-il, c'était en 81 ? Oui, mais ça va, alors... je parle, si vous voulez. Je pense que quelqu'un comme moi, au-delà du vote... Oui, la dernière fois, c'était pour Mitterrand 1, je n'ai pas voté pour Mitterrand 2. Et depuis, vous votez blanc ? Ah non, je trouve ça absolument Patrick monstrueux que, il y a une chose qui me choque énormément, c'est que les bulletins blancs ne soient pas pris en considération. Je trouve ça incroyable. Si par exemple, vous avez dans les deux premières choses, on va dire, qui arrivent au premier tour, si vous avez un candidat puis les bulletins blancs, je suis désolé, il faut recommencer jusqu'à ce que les candidats arrivent à être suffisamment convaincants pour qu'on ne vote pas un bulletin blanc. Alors ça, je trouve scandaleux que les bulletins blancs ne soient pas un parti. C'est le premier parti de France, on le sait. Donc c'est scandaleux que ce ne soit pas comptabilisé, parce que là, ça obligerait un petit peu nos chers politiques à développer des idées qui pourraient peut-être fédérer un peu plus les personnes. C'était le coup de gueule de ce dimanche de Patrick Blanc. Quelles personnalités vous ont commandé des murs végétaux ? Oh mon Dieu, il y a des musées, enfin des personnalités individus, vous voulez dire. Il y a Azedine Alaya. Il y a Asdine, bien sûr. Asdine, j'en ai fait 2 chez Asdine Alaya. Il y a un chanteur aussi. Il y a Jean Schultes. Est-ce que Catherine Deneuve, que vous connaissez, elle s'intéresse beaucoup, j'imagine? Elle adore les plantes. Mais non, elle ne m'a jamais demandé de murs végétaux, mais elle est plus, vous voyez, sur des rosiers, des plantes grimpantes, des clématites, des choses comme ça, mais ça viendra peut-être un jour. Hein. Non, il y a différentes personnes. Mais c'est vrai qu'avec Asdine Alaya et Jean Schultes, c'était des jolies rencontres. Alors, il y en a un qui est votre fan, c'est le président du Quai Branly, Jacques Chirac, Stéphane Martin, oui, bien voilà. sûr. Il a toujours soutenu vos initiatives, vos réalisations. Ah, oui. Et puis, depuis bien avant que le musée ouvre. Exact. Stéphane. Et on a demandé aussi, alors là, c'est plus improbable, on ne savait pas que vous connaissiez si bien Maryse Wolinski. Elle écrit d'ailleurs en ce moment son prochain livre. Maryse. Et tous les deux, ils ont accepté de croiser leur regard sur vous, Patrick Blanc. Ah. La première image que l'on a de Patrick Blanc, c'est celle de quelqu'un qui s'est fait un look, qui s'est fabriqué un personnage. Et en fait, non, il est comme ça. Patrick, pour moi, c'est cheveux verts. Avec mon mari, on l'appelait tout le temps comme ça. C'est vrai que quand on le voit au milieu du mur végétal, on a l'impression que c'est un des bégonias qui vient de s'animer, avec ses cheveux verts et son allure tout à fait particulière. Mais il a un rapport incroyablement intime, sincère, amoureux avec les plantes. C'est quelqu'un de droit, d'honnête, quelqu'un qui a une pensée forte. Il est passionné par la géopolitique, il ne voyage pas en savant cosinus. Quand il va à Singapour ou à Kuala Lumpur, il s'intéresse à ce qui se passe autour de lui. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans sa bulle. C'est vraiment un homme de son temps et un citoyen du monde. C'est pour ça qu'on peut pas le voir souvent, parce que
parce qu'il n'est jamais là. On imagine comme ça, quand on voit arriver ce Ludion aux cheveux verts, qu'il doit arriver 1h30 en retard à tous les rendez-vous. Pas du tout. Patrick, c'est quelqu'un qui travaille avec une toute petite équipe, très solide, et il est, au contraire, extrêmement précis, fiable, structuré. C'est un chercheur aussi, scientifique, un chercheur. Le fait de découvrir une plante nouvelle, ce qui est finalement le Graal de tout botaniste, c'est aussi son Graal, peut-être plus que de décrocher un nouveau marché aux États-Unis ou à Kuala Lumpur. C'est un personnage un peu étrange, c'est un beau personnage. Ça pourrait être un personnage de roman d'ailleurs. C'est quelqu'un qui n'est pas inhibé, sans être pour autant exhibitionniste ou envahissant. C'est un garçon très bien élevé. Bref, c'est pour moi un ami très cher et un personnage vraiment hors du commun. Hors du commun. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ou le moins plaisir d'ailleurs? C'est extrêmement émouvant, je trouve, ce que dit Maryse, ce que dit Stéphane, c'est absolument parfait, la façon dont ils se parce que c'est vrai qu'on a un regard en fait sur vous, on se dit voilà, il est un peu babacool, voilà, il est un peu excentrique, etc. En fait, vous êtes un homme très, très discipliné en définitive. Oh oui, vraiment. Oui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire excentrique, c'est pas parce qu'on a les ongles longs, là, je les ai tous cassés, mais ils repoussent un petit peu. Mais est-ce que vous vous sentez décalé? Non. Par rapport... non, je ne me sens pas du tout... Même par rapport à mon époque, si vous voulez, bon, évidemment, il y a je vois avec toute l'évolution d'Internet et tout ça, moi, j'en retire toutes les choses très positives. En tant que scientifique, si vous voulez, c'est extraordinaire l'accès à tellement de nouvelles informations. À côté de ça, le fait que tout le monde ait la parole, c'est très bien. Ce qui est très gênant, c'est qu'on peut avoir la parole sans justifier du tout pourquoi on prend la parole. Alors ça, c'est parfois un petit peu gênant, voire très grave. Mais autrement, je ne me sens pas du tout décalé, je me sens amusé. Disons, ce qui pourrait me choquer, ça finit toujours par m'amuser. Vous qui aimez les aquariums, est-ce que vous avez la télé? Il y a une télé dans la maison, mais c'est un aquarium, vous êtes bien d'accord? Oui, c'est un aquarium, mais je regarde très peu la télé. Alors, moi, je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui compte dans le PAF. C'est Sophie Davant. Sophie Davant travaille sur France 2, bien évidemment, et depuis de nombreuses années. Bonjour, Sophie. Bonjour. Patrick Blanc, Sophie. Sophie, merci d'être là. C'est vrai qu'on vous connaît très bien. On se connaît, bien évidemment. 18 ans, je crois. 18 ans de 18 ans de C'est au programme. 20 ans du Téléthon. Bon, pardon pour toutes ces années, mais enfin, ça prouve quand même qu'elle est là depuis fort longtemps. Voilà, c'est ça, exactement. Et Sophie, en plus, écrit, Patrick. Oui. Elle écrit notamment ce livre, Il est temps de choisir sa vie. Un livre, en fait, qu'elle a écrit, qu'elle a commencé à écrire au moment où tout allait bien pour elle. Elle avait une très belle émission qui s'appelle Toute une histoire, que vous n'avez pas vraisemblablement connue, mais qui étaient des interviews voilà, de gens qui étaient en difficulté, qui avaient connu des pépins dans la vie. Elle le faisait très bien. Boum, l'émission s'arrête, comme vous dites d'ailleurs souvent, hein, on n'est pas propriétaire de son siège, on le sait bien hein, quand on travaille à la télé, et vous êtes en pleine écriture. Alors, qu'est-ce que ça a modifié, justement, dans l'écriture de ce livre? Ça n'a pas modifié. En fait, je travaillais sur ce projet de livre avec Christophe Forêt, le psychiatre avec lequel j'ai déjà écrit 2 livres précédemment. Et en fait, j'avais envie de reproduire sous forme de livre ce que je faisais à la télé, c'est-à-dire une médiatrice entre une problématique, en l'occurrence des invités que je recevais, et puis l'accès à une expertise d'un psychiatre pour donner des clés à ceux qui regardaient. Là, c'est le même procédé que j'utilise depuis 2 livres, hein, puisque j'avais fait ça sur le deuil et ça sur le cap de la cinquantaine, le processus d'individuation. Et donc là, il fallait que je me mette à l'écriture, emploi du temps chargé, j'avais du mal à m'y mettre. Quand j'apprends cette nouvelle qui m'attriste, bien Vous que... dites même que ça a presque été un deuil. Hein. Oui, ça a été un deuil, mais la vie est une succession de mini-deuils de toute façon, et c'est vrai qu'il fallait que j'accuse le choc, même si je comprends très bien qu'on veuille faire évoluer une grille des programmes et que je ne me sens pas
pas détentrice d'une case, ça c'est clair. Donc du coup, comme j'avais une petite zone de turbulence à traverser, des fragilités à surmonter, Christophe me dit, bah, écoute, pars de ton expérience comme on a fait pour les 2 prochains livres, décrypte tout ça, et puis ça va nous permettre d'établir ce cheminement en 7 étapes par lequel on doit passer pour surmonter une épreuve. Alors évidemment, il y a des épreuves bien pires que celle de perdre une émission, surtout quand on en a une autre sur cette chaîne. Et pour avoir vécu des drames personnels, je sais bien qu'il faut faire la part des choses et qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie. Mais il se trouve que les mécanismes pour surmonter un drame ou une épreuve sont les mêmes, quelle que soit la gravité de l'épreuve que l'on Donc vous traverse. êtes en fait, Sophie, appliquez vos propres conseils. Et c'est en écrivant le livre que j'ai vraiment sorti la tête de l'eau, donc ça marche. Les conseils et le décryptage de Christophe, ça marche. Alors c'est quoi ces étapes? C'est ne pas être dans le déni, se confronter au réel, faire face à ces émotions négatives, parce que quand on va mal, quand il y a quelque chose qui vous arrive comme ça réveille plein d'émotions, souvent des émotions qu'on a depuis l'enfance. Et puis après, il faut savoir où on va, quelle direction on veut donner à sa vie, donc c'est des boussoles. Et puis après, il faut y aller, il faut travailler, de la volonté, du courage, surmonter ses peurs. Et puis après, il y a des choses un petit peu plus Alors, Sophie, spirituelles. en ayant lu ce livre, votre livre, je me suis dit, bon, un livre sur le développement personnel. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de lâcher prise, se dire que si on est soucieux, si on est angoissé, si on est stressé, pourquoi pas, si on se met en colère vis-à-vis des autres, ça fait peut-être du bien aussi. Mais ça fait partie des étapes, hein, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces étapes-là dans la manière d'aller mieux après une épreuve. Et le lâcher-prise, c'est le dernier chapitre. Hein, donc on arrive à ce moment-là, mais pour lâcher prise et pour pouvoir avancer dans la vie, il faut quand même avoir mis en œuvre tout un tas de choses pour pouvoir avancer, justement. Et le message de ce livre, c'est que plutôt que d'occulter ses vulnérabilités ou ses faiblesses, il faut au contraire s'y confronter, les regarder en face et puiser dedans pour en faire une force et un moteur pour avancer. Voilà. Juste un mot à propos de Patrick. Moi, j'ai un papa qui a été très écolo, qui a créé des réserves naturelles dans le sud-ouest. Donc Le Banc d'Arguin, notamment. Voilà, le Banc d'Arguin. Et donc, ça me fait plaisir d'être avec vous parce que c'est un environnement, la nature, qui m'est cher et dont j'ai besoin d'ailleurs. Et quelle est votre relation, vous, végétale, Sophie? J'adore, j'ai besoin, moi je ne suis pas du tout citadine et après avoir travaillé, après avoir une semaine difficile, j'ai besoin de nettoyer mon disque dur. Avec et pour du cela, verre. Avec du verre. Du verre, oui. Et puis de la mer. Moi j'ai besoin d'aller marcher le long de la mer et de marcher surtout. Il est vrai que dans le livre, vous parlez pas mal de vous. Enfin, vous parlez de vos difficultés, vous parlez professionnelles, aussi personnelles. Vous revenez sur votre séparation avec votre mari. Vous parlez un peu aussi du comportement de vos enfants à ce moment-là. Vous évoquez aussi qu'il ne faut pas quitter un homme pour un autre homme. C'est mieux, non? J'ai trouvé ça très perso quand même de dire une chose pareille. Mais bon, parce que c'est du vécu. Oui, c'est du vécu et c'est compliqué de retrouver des équilibres ou un équilibre quand on fait d'autres choix après 23 ans de mariage. Donc c'est vrai que je crois qu'il faut prendre le temps du deuil et ça marche pour tout d'ailleurs. Même quand une émission s'arrête et qu'on doit en faire le deuil. Alors, il est vrai que souvent on vous voit, vous faites des couvertures, vous avez, là en ce moment on vous voit faisant beaucoup de couvertures de journaux, il y a eu même, et ça vous a fortement déplu, il y a eu même des rumeurs, il y a eu des bruits, il y a eu évidemment de la malveillance, hein, ça vous l'évoquez d'ailleurs, mais est-ce que c'est pas le revers de la popularité? Bien sûr, c'est le revers de la médaille et à partir du moment où on fait un métier public, on est confronté à ça, c'est de plus en plus violent. On est dans un monde, c'est difficile de se protéger avec tous les portables, les réseaux sociaux, etc. Donc bien sûr que c'est le revers de la médaille. C'est pas agréable à vivre, mais dans ces cas-là, il faut pas s'exposer. Donc bien sûr, ça fait partie. C'est une conséquence du vedettariat. C'est pas seulement d'ailleurs de notre époque, je vous coupe, mais quand on voit, moi je connais quand même bien Piaf, si vous voulez, et elle, par exemple, quand elle s'est retrouvée avec Théo Sarapo, qu'elle a épousé en 62, mais moi je vois les journaux, j'ai
quantité de journaux de l'époque, mais des choses odieuses écrites à son propos. Hein. Donc, vous voyez, comme vous dites, elle le disait, je suis un personnage public, donc c'est normal d'être exposé. Le problème, c'est difficile de trouver, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, hein, mais c'est difficile de trouver le juste milieu entre ce qu'on peut dire et ce qu'on doit ne pas dire et ce qu'on doit cacher. Quand vous cachez les choses, de toute façon, on parle dans votre dos et on raconte n'importe quoi. Donc moi, j'ai choisi de dire ce que j'ai envie de dire et pas plus. Mais vous arrive de vous exposer un petit peu dans la presse. Pas trop. Ces dernières années, j'ai pas choisi de m'exposer. On a raconté des choses dans mon dos, mais moi personnellement, je ne m'étais pas exposée. Voilà. J'en dirai pas plus. Il y a des fragilités dans votre personnage, enfin dans votre personnalité en fait. Quand on lit effectivement cet ouvrage, en fait, c'est pas la Sophie qu'on croit connaître à l'antenne. C'est-à-dire que vous êtes une grande professionnelle, vous nous le prouvez en permanence, mais quand on lit ce livre, on a presque envie de vous protéger. Alors d'abord, je pense que on fait pas ce métier par hasard et que moi j'ai pas choisi d'être de faire de l'antenne et d'être connue. Bon, j'ai accepté ce qu'on m'a proposé à l'époque parce que je voulais rester à Paris, donc c'est de présenter la météo et je suis devenue une vedette. Moi, je voulais être journaliste, donc c'était pas un choix de départ. Mais après, ça m'a convenu, hein, sinon j'aurais fait autre chose. Donc je pense que ça a dû réparer quelques petites blessures narcissiques. Et puis oui, moi j'ai suffisamment entendu de témoignages. J'ai reçu 7000 invités pendant 6 ans et je me suis rendu compte qu'on avait, parmi les femmes que je recevais, souvent cette problématique de faiblesse, de vulnérabilité, de manque de confiance en soi. C'est un truc qui revenait souvent. Donc je me suis permis de dire que moi aussi j'avais pu en souffrir et que ça m'a pas empêché d'avancer, de manquer de confiance en moi. Et j'explique, grâce à Christophe, que le manque de confiance la confiance en soi, c'est pas un prérequis, c'est quelque chose qu'on acquiert en faisant, en avançant, en se prouvant des choses. Donc moi, je dirais qu'au contraire, les faiblesses peuvent être des moteurs pour avancer. Moi, c'est pas parce que je suis fragile que ça m'empêche d'être combattante, d'être courageuse, d'être un bon soldat, pugnace, de prendre des risques. Voilà, animer 30 heures de Téléthon, par exemple, ce que je fais depuis des années, c'est pas facile, c'est un exercice difficile et je le fais avec bonheur. Donc oui, je suis fragile, mais ça m'empêche pas de faire des choses. Et je vois pas pourquoi j'avouerais pas que je suis fragile, parce que je pense que ce sont aussi les aspérités d'une personne, les reliefs qui sont intéressants. Les gens lisses, ça n'a aucun intérêt, je trouve. Elle dit beaucoup de choses dans ce livre. Si vous aimez Sophie, si vous voulez mieux la découvrir, vraiment, je vous incite à lire ce livre. Il est temps de choisir sa vie. C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Patrick, je vais vous emmener. Vous savez, c'est un exercice obligatoire. Hein. Oui. Ça s'appelle le dos à dos. On y va? Allez, on y va. Dos à dos avec vous, Patrick Blanc, et des réponses du tac au tac, si possible. Qu'est-ce qui vous rend vert de rage dans la vie, qui vous met en colère? Les injustices par rapport à la nature. La dernière fois que vous avez flambé avec vos plantes, vous avez c'était dépensé. La dernière fois, là, c'était, on pourrait dire, là, au Cameroun, où j'ai retrouvé une espèce que je cherchais depuis 26 ans, quand j'étais allé pour la première fois, et que j'ai retrouvée, et qui se révèle être une nouvelle espèce. Donc là, c'était un grand moment d'émotion, juste il y a un mois. Est-ce que vous êtes favorable aux implants capillaires? Pour ceux que ça amuse, oui, pour moi. Vous savez, j'ai les cheveux verts depuis plus de 30 ans. Il y en a de moins en moins, ils sont de plus en plus longs. Je joue avec, et puis quand il n'y en aura plus, il y en aura plus. Ça ne me gêne absolument pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus conventionnel chez vous? Il y a une certaine forme de savoir-vivre. Il y a des règles de savoir-vivre que je n'aime pas voir trop transgresser. Donc, j'aime bien que les relations restent en harmonie avec les autres. Le luxe dont vous ne pouvez pas vous passer? Mes plantes et mes oiseaux autour de moi, oui, je considère que c'est un luxe. Un cauchemar récurrent chez vous? Un cauchemar récurrent, parfois je rêve que je repasse des parties du baccalauréat ou des choses comme ça. Votre geste le moins écolo?
Oh, j'en ai tellement des gestes non écolos, vous savez. J'utilise évidemment trop d'électricité pour faire pousser mes plantes, trop d'eau. Je prends des douches, au lieu de les faire durer 3 minutes, je les fais durer 20 minutes. Donc je vis, voilà. Je suis profondément écologiste, mais je pense que le problème n'est pas tant dans l'individu comme ça. Est-ce que vous avez déjà été amoureux d'une femme? Amoureux d'une femme au sens, enfin, je peux pas dire que je n'ai pas été amoureux d'Edith Piaf ou de Zara Leander ou d'Eartha Kitt, mais c'est un amour très particulier. Amoureux d'une femme au sens classique du terme, je peux dire non. Alors, si je vous dis Edith Piaf, vous me répondez quoi? Ben, je réponds mon plus grand souvenir quand j'avais 9 ans, d'avoir vu sur scène à l'Olympia. Pour son dernier Olympia, j'étais le seul gosse de l'Olympia et je m'en souviens vraiment de certains moments du récital, pas de tout le récital. Vous aviez 9 ans et elle chantait « Je ne regrette rien » et j'aimerais que vous chantiez « Je ne regrette rien ». Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait. Rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de... Oula, c'est un véritable récital, Patrick. Oui, vous avez vraiment un amour débordant pour... Je chantais à l'école ces derniers tubes, je me souviens que je chantais en 62, début 62, Fallait-il que l'on s'aime. Dans la cour de l'école, les instituteurs me faisaient monter et je chantais les derniers tubes d'Edith Piaf à 8 ans, 9 ans. Patrick, vous qui êtes sensible à l'art, je voudrais remercier l'artiste qui est d'ailleurs sur ce plateau. Et il s'agit de Sophie Hélène. Elle expose jusqu'au 19 mai, Garopole, place de la Gare à Abbeville, c'est dans la Somme. Les compositions et les photographies in situ de Sophie Hélène, elles mettent en scène les déchets des marais, des bords de route. Alors il y a des cartouches de fusil, il y a des emballages, il y a des canettes, il y a des bouchons, des bouteilles en plastique. Elle nous raconte notre société de consommation, ainsi que notre rapport à l'environnement. Je suis sûre que vous appréciez beaucoup. C'est très très beau parce que elle fait ça avec une harmonie absolument parfaite. Non, c'est très beau. Tant mieux que ça vous plaise. C'était pour vous, principalement, et pour ceux qui nous regardent, bien évidemment, pour les yeux. Le week-end prochain, on recevra 2 personnes ensemble pour un album duo. C'est Rachida Abrakni et Gaëtan Roussel qui seront avec nous. Ce sera samedi. Et le lendemain, dimanche, Patrice Lecomte, le réalisateur, un homme très talentueux. Oui. Et puis Yves Bigot qui viendra aussi nous parler de musique, de variété et de chansons françaises. Merci, c'était un grand plaisir de vous retrouver. C'est déjà fini, j'ai du mal à le croire. Eh oui, il paraît que tout a une fin, comme on dit. C'est bon, un grand continuez plaisir. Comme ça, surtout. Écoutez, merci. Et donc, on se revoit dans quelques années. Allez, on vous donne rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, voilà. Portez-vous bien. En tout cas, l'émission consacrée à Patrick Blanc, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr et ça pendant une semaine. Et puis sur notre site aussi internet, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Patrick. Merci vous embrassez qui vous savez. Portez-vous bien, vraiment. Et bonne journée à vous. Merci. Merci, Patrick. On fait un selfie. Vous êtes d'accord? Vous savez ce que c'est? Oui. Ah bon, ça va. Oui. Malgré mon vieil appareil. Ah oui.